j'ai toujours considéré le métier de photographe de plateau très important parce que c'est quand même un œil différent qui montre l'ambiance du tournage, des instants arrêtés comme ça Alors il y a les photos évidemment de making of, mais donc qui sont très intéressantes de voir aussi dans la fabrication. Euh, Juste par une photo, on peut voir d'ailleurs il y a des très très belles photos de making of qui ont été faites sur des tournages très importants et dont on se souvient et qui relatent très très bien l'ambiance du tournage. Mais au-delà de ça, les photos de plateau, si elles sont bien faites, elles apportent quelque chose en plus que le point de vue de la caméra. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un angle, un axe différent de celui de la caméra. Et ce qui évite de faire que des photogrammes, comme font beaucoup de producteurs aujourd'hui, pour faire des économies, de faire que des, euh, des photogrammes. Donc voilà, et moi c'est vrai que Christophe Brachet, c'est un photographe de plateau que j'aime beaucoup et avec qui j'aime beaucoup travailler parce qu'on ne le voit pas, parce on ne le sent pas, il est extrêmement discret et c'est vraiment une grande qualité pour un photographe de plateau, c'est de se faire oublier en fait sur un plateau. Il n'y a rien de plus embêtant pour un acteur à la fin d'une prise d'avoir un photographe qui lui demande de rejouer la scène. C'est extrêmement compliqué ça pour un acteur quand il vient de donner quelque chose dans une émotion et tout et qu'on lui demande de refaire pour des photos. Il n'y a rien de plus crispant en fait. Donc voilà, moi j'adore travailler avec Christophe et voilà. Vous venez d'entendre le témoignage de Guillaume Canet, acteur, réalisateur et producteur, sur le métier de photographe de plateau. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 et vous écoutez le 3e épisode de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, c'est Masterclass et on s'intéresse d'un point de vue photographique au 7e art par le prisme du photographe de plateau. Nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir le photographe Christophe Brachet qui va tout nous dire sur son métier et vous donner de précieux conseils si cet univers vous fait rêver. C'est parti pour la 3e émission de cette 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi, Benjamin Favier, mon co-animateur, mon compagnon, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être là et j'ai plein de questions pour notre invité. Moi, c'est un métier qui me fait un peu rêver, tu vois. Photographe de plateau, ça m'aurait bien plu. Eh oui, c'est Masterclass aujourd'hui, donc on a le plaisir d'accueillir Christophe Brachet. Alors Christophe, si tu me permets un peu de te présenter à nos auditeurs, donc tu es un photographe, comme on dit, autodidacte. Tu as commencé ta carrière comme professeur de sport en Martinique et tu as fait tes premières images sous l'eau. Poussé par ton rêve de travailler dans le cinéma, tu t'installes à Paris et tu te fais repérer par un certain Dominique Besnéard qui te donne ta chance comme photographe de plateau sur un long métrage. Depuis, tu travailles avec des grands noms du cinéma français comme Nicolas Bedos sur le dernier volet OSS 117, Cédric Clapiche sur la série 10%, Anne Fontaine ou encore Clovis Cornillac. Tu es ambassadeur Sony depuis 2011 et président de l'association PFA, photographe de films associés. Parallèlement à ton activité de photographe de plateau, tu es aussi réalisateur, tu signes plusieurs courts-métrages et naturellement des making-of, toujours dans l'univers du cinéma. Est-ce que je t'ai bien présenté, mon cher Christophe ? Eh bien, écoute, c'est une très bonne présentation. Tu n'as pas oublié quelque chose qui est important, c'est la Martinique où j'ai vécu effectivement 10 ans et qui a été quelque chose de très important dans ma vie avant d'arriver dans la capitale métropolitaine. Bon, en tout cas, on est vraiment content de t'avoir avec nous et on te remercie chaleureusement. Les présentations sont faites, on démarre l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon annonce un nouvel objectif hors du commun qui voit double. Lumix lance une nouvelle caméra professionnelle 6K ultra compacte et l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image.
Canon vient de lever le voile sur un curieux nouvel objectif à destination des hybrides 24-36 mm. Il s'agit d'un ultra grand angle de 5,2 mm f2.8 qui rejoint la gamme L professionnelle de Canon. La particularité de cet objectif est qu'il est conçu pour la réalisation de photos et vidéos en 3 dimensions compatibles avec le format immersif VR 180. Cet objectif est en réalité composé de 2 objectifs fisheye 5,2 mm séparés de 6 cm de long qui projettent tous deux et en simultané leurs images sur la surface du capteur. A noter que pour l'heure, seul l'EOS R5 et son mode vidéo 8K est compatible avec cet objectif. Le Canon RF 5,2 mm f2.8L Dual Fisheye sera disponible d'ici la fin de l'année et proposé au prix de 2199 €. Panasonic annonce une nouvelle caméra professionnelle équipée d'un capteur 24-36 mm et capable de filmer en 6K. Il s'agit de la Lumix BS1H. À l'instar de la Lumix BGH1 qui reprenait en tout point les caractéristiques du Lumix GH5 micro 4 tiers, la nouvelle BS1H reprend pour sa part les caractéristiques du Lumix S1H. La caméra intègre donc un capteur 24-36 mm de 24 millions de pixels avec le double ISO natif capable de délivrer des séquences jusqu'au 6K à 24 images par seconde ou par exemple en 4K 25p 422 bits avec de très nombreuses fonctions vidéo professionnelles comme un mode anamorphique, le RAW ou encore les profils Vlog. Seule différence avec le S1H, l'absence de stabilisation capteur mécanique. La BS1H est une caméra épurée conçue pour être modulaire. Elle ne dispose donc ni d'écran ni de viseur et devra être utilisée en production avec de multiples accessoires. Le boîtier est donc très compact et très léger avec moins de 600 grammes sur la balance. La Lumix BS1H sera disponible en décembre et proposée au prix de 3499 €. Et enfin, pour terminer, l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Cette année, en catégorie photo, 11 photographes ont été récompensés. Le grand gagnant du jury international prix Nikon est un photographe birman dont l'identité n'est pas révélée pour des raisons de sécurité, qui a couvert la révolution du printemps à Yangon, au Myanmar, et qui a été publié par le New York Times. Cette distinction met en lumière le courage de ce reporter, véritable résistant dans son propre pays, qui offre au monde des images rares pour témoigner de la brutalité du régime en place. Voilà pour les actus de la semaine. Benjamin, est-ce que tu as des réactions ? Ah, c'est très typé vidéo, hein, encore une fois, grosse actualité vidéo, compartiment photo. Bon, on fait toujours un petit peu les deux avec les outils actuels. Tiens, je me demandais si toi, Christophe, ça te parle la réalité virtuelle dans ton boulot. Est-ce que c'est un truc que tu es amené à faire ou que tu aimerais faire ? Est-ce que ça apporterait quelque chose de voir un plateau à 180, 360 degrés en réalité virtuelle ? Je pense que ça apporterait énormément sur le making-of, notamment. Et vu que ce métier, par exemple, du making-of vidéo est en train de disparaître, je pense que ça serait une belle manière qu'ils reviennent sur le devant de la scène avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles façons de filmer. Je me bats ces dernières années pour faire revenir ce métier sur le devant de la scène parce que je propose aussi ça en plus de la photo de plateau. Et je pense qu'il faut qu'on change de format. Les formats, effectivement, qu'on connaissait avant avec les DVD sont complètement morts. On le sait très bien puisque les DVD ne se vendent quasiment plus. Mais il faut réinventer des façons de filmer avec une nouvelle génération aussi de vidéastes qui arrivent, qui sont extrêmement doués, je pense et je trouve. Donc je pense qu'on aurait vraiment quelque chose à jouer avec des nouvelles technologies, des nouvelles façons de travailler. En tout cas, moi, sur des trucs plus courts, du clip un peu, des trucs un peu Exactement. plus nerveux, quoi, que le bonus un peu de 30 minutes là. Enfin, qui est sympa quand on est cinéphile, mais peut-être plus en phase avec le temps. Je pense que sur des DVD qui se vendent et qui vont sortir, mettons, de longs making-of, mais en fait, si avant on avait fait des modules de 3 minutes, comme tu l'as très bien dit, qui pourraient relancer des bandes annonces qui, on le voit très bien, s'essoufflent quand elles sortent 2 mois avant que le film sorte et que surtout elles sont noyées dans 15 bandes annonces qui vont sortir presque chaque semaine puisque c'est 15 films à l'affiche qui vont sortir chaque semaine. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais c'est encore assez difficile, il faut trouver des budgets. Je pense qu'on est encore face à des distributeurs, des producteurs qui n'ont pas encore compris tout l'intérêt de changer les making-of et de les voir d'une façon différente. Sur OSS, on y reviendra sûrement, mais j'ai eu cette discussion avec le producteur qui m'a dit effectivement cette première remarque, oui, mais les DVD se vendent plus, donc je vois pas pourquoi on ferait un making-of. Oui, alors moi, si je peux intervenir et vous donner mon avis, étant un gros consommateur de films et abonné, comme la majorité des gens, à des services
de cinéma à la demande type Netflix, il y a bien quelque chose qui me manque, c'est ces bonus sur certains films que j'avais plaisir à avoir dans des éditions collector DVD, certes hors de prix, mais qui étaient un très bel objet. Et ben il n'y a plus ça en fait sur Netflix, on a juste le film entre guillemets, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a de la place pour ces contenus-là, y compris sur Netflix. Ouais, mais t'as carrément raison. Et on va y revenir sûrement dans le débat de toute façon, les gars, mais comme le vinyle est revenu de façon assez extraordinaire ces dernières années, peut-être qu'on aura besoin à nouveau de support, même pour les films, hein. Et l'objet, c'est important quand même. Moi, je pense et je crois beaucoup en la nouvelle génération en plus qui arrive, qui ont vraiment été élevés avec. Nous, on a connu la fameuse génération 5D. On a connu cette nouvelle façon de travailler avec des photographes qui faisaient de la vidéo. Et je pense que la nouvelle génération qui arrive, qui elle depuis toute petite a connu l'hybride et cette façon et cette facilité avec laquelle on peut travailler maintenant, va révolutionner beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut que les producteurs et les distributeurs leur fassent confiance et acceptent un petit peu de nouvelles façons de travailler et de nouvelles visions. Mais ça, dans mon milieu, des fois, c'est vrai que c'est un peu le plus compliqué, c'est de leur faire changer un petit peu leurs acquis, parce que j'ai souvent entendu dans ce milieu, je sais comment faire, ça fait j'ai déjà produit 70 films. Oui, mais sauf que depuis 2 ans, je pense que beaucoup de choses ont changé. Il y a une maladie un peu grave qui est quand même à chambouler la façon de consommer le cinéma. Donc, je pense qu'il faut qu'on se remette tous en question actuellement. Moi, le premier, comme vous, et même si tu as fait 70 films, et même si tu es un grand producteur, je pense qu'on est dans un monde qui change, où on voit des jeunes qui regardent un film sur un téléphone portable. Ça, tu ne l'as pas connu il y a 30 ans, quand tu faisais du cinéma. Donc, je pense qu'il faut qu'on vive avec son temps, et que surtout, on écoute cette nouvelle génération, qui pour moi est prometteuse, et qu'il faut qu'on l'intègre dans nos nouveaux projets, tout simplement. Et tu fais une passe décisive sur la jeune génération, en fait, Christophe, parce qu'on a parlé de Bayeux aussi, là, dans les 3 actus. Et ce jeune photographe, ou cette jeune photographe, Biermann, qui a remporté le premier prix Nikon, on sait quel ou qui est jeune, parce que moi, je l'ai rencontré à Bayeux, était présent ou présente dans la salle au moment de la remise. Et ça, c'est aussi une jeune génération de reporters. C'est des reporters qui n'ont pas été formés, hein, qui prennent leur outil chez eux, qui font un boulot absolument remarquable et très courageux. Et pareil, qui doivent apprendre à lutter face à des régimes qui essayent de crypter les téléphones, qui essayent de les repérer par divers moyens. Donc tout ça évolue aussi. Et ça, on va revenir la semaine prochaine avec une émission spéciale sur la photographie de guerre, autour aussi des jeunes générations de photographes qui apprennent de nouvelles manières de faire leur métier. Et c'est passionnant, et ces gens-là, moi, me touchent profondément. Et c'était très émouvant d'apprendre que cette personne était présente dans la salle au moment de la remise des prix, mais ne pouvait pas le recevoir. Voilà. Benjamin, j'ai repéré aussi que le Nikon Z9 refaisait un petit peu parler de lui. Mais oui, et on parle de bande-annonce, et c'est via un teaser, évidemment, un teaser d'une 30aine de secondes que Nikon... nous met en image, met en scène le boîtier, dont on sait déjà qu'il aura un capteur de 45 millions de pixels qui filmera en 8K, comme un certain A1 d'ailleurs, que tu dois connaître, Christophe. Et on a pu voir sur cette vidéo qu'il s'agira, bon ça on le savait, hein, d'un monobloc, donc d'un espèce de gros, plus petit D6, comme les gros Reflex Pro. Et on a pu remarquer simplement que l'écran s'articulait un petit peu comme sur les Fuji XT2, XT3, je ne sais pas si vous voyez, selon qu'on le tient à la verticale ou à l'horizontale, on pourra faire pivoter l'écran comme ça. Et l'affichage apparemment pivote aussi, bascule aussi. Enfin, voilà, ça a l'air pas mal. Donc vivement les semaines qui viennent. Là, on l'attend depuis un moment, ce Z9, et c'est un petit peu l'avenir de la photo pro chez Nikon qui se joue. Donc c'est stratégique, c'est important. Après le R3 chez Canon, après l'A1 chez Sony. Et puis on attend en même temps, on espère, des longues focales. Les Nikonistes attendent ça. Moi aussi, je suis très impatient. Je suis très impatient sur cette annonce, malgré que je sois ambassadeur Sony, mais parce que je trouve que c'est une superbe marque Nikon. Et je les ai trouvés pas dans le jeu ces derniers temps, pas à la hauteur de la marque. Pour avoir des collègues photographes plateau qui utilisent le Z6 ou chez Nikon, qui ont été un peu déçus. Je pense qu'avec ce nouveau boîtier qui va arriver, ils vont revenir dans le jeu, et je suis super heureux parce que c'est aussi ça la photographie. C'est des marques qui se répondent les uns les autres, et tout ça va servir à tout le monde en fait. Et je trouve que c'est assez excitant. Et t'as raison, et c'est une émulsion. C'est super important
qu'ils se stimulent les uns les autres. Et tu as aussi raison sur un point. Nous, on avait souligné dans le magazine lors des tests, les Z6, Z7, il y avait des petites lacunes au départ, un seul slot XQD, pas de poignée prévue. Alors ça, c'était vraiment une erreur qu'ils ont corrigée de belle manière sur les versions 2, Z6 II, Z7 II. Et donc, un peu comme Canon, hein, qui s'est un peu raté sur les lancements de l'EOS R, RP, qui reviennent avec les R5, R6. Et là, peut-être que ce Z9 va mettre Nikon de plein pied dans l'hybride. Et en tout cas, c'est un peu bye-bye les réflexes, quoi. Bon, on l'espère en tout cas, et surtout, on espère qu'il va arriver très 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 prochainement parce que c'est un boîtier qui est très attendu. Parmi les autres actualités, moi, que j'ai repérées, alors on n'a pas vraiment l'habitude de le faire dans cette émission, mais là, je trouve que l'information est suffisamment intéressante pour qu'on vous la partage. Alors, il y a eu des fuites sur Internet, et il y a des visuels d'une nouvelle optique qui ont parcouru la toile. Alors, il s'agit d'un zoom, un 24-70 mm 2.8, pour les hybrides Sony E, mais la marque de zoom est assez étonnante, c'est Samyang. Samyang qui donc a priori serait sur le point de lancer son premier zoom et qui plus est un 24-70 mm 2.8. Donc je pense qu'on aura dans les semaines ou dans les mois à venir plus d'informations à vous donner sur cet objectif. Et pour terminer, j'avais aussi envie de parler de la nouveauté, l'une des nouveautés de Manfrotto de cette rentrée, c'est le système MOV où Manfrotto essaye un peu de réinventer une griffe de fixation entre un accessoire et un trépied, une griffe qui se veut très facile à utiliser, très sûre, très stable et surtout quasiment automatique avec un système de ressort qui vient verrouiller l'accessoire sur la base de son trépied. Je voulais en parler parce que je trouve ça bien, moi, ce genre d'initiative. Ouais, puis le prix est pas haut de gamme, hein. C'est accessible aux amateurs, hein. Donc on est dans la centaine d'euros et le système est vraiment pas mal du tout pour le fixer au choix une gimbal, un slider, un trépied comme ça pour basculer de l'un à l'autre. Voilà, l'idée c'est d'aller vite. C'est d'aller vite avec ce truc-là, et de pouvoir basculer d'un support à un autre en quelques secondes. Merci beaucoup, on passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, tu vas nous parler d'une célèbre revue photographique qui fête son anniversaire. 6 mois fête ses 10 ans. Une adolescence synonyme de reconnaissance pour cette revue OVNI, à mi-chemin entre livre et magazine qui porte haut les valeurs du photojournalisme. Plus aéré, plus flexible, malgré un format plus contenu, la mise en page fait l'objet de quelques ajustements à l'occasion de cette date anniversaire. Léna Mauger, rédactrice en chef de 6 mois, nous dresse les contours de cette nouvelle formule. Disons, c'est un peu l'adolescence d'une revue, donc on avait envie non pas de tout changer, mais d'évoluer, de grandir, de s'épanouir. Et donc on a fait évoluer la maquette qui est beaucoup plus épurée pour mettre en avant les images. Et comme 6 mois, c'est une revue de photos, mais c'est aussi une revue avec des mots, on a beaucoup retravaillé le rapport texte-image pour faire place à davantage de variété d'écriture photographique. On a aussi quelques nouvelles rubriques, une nouvelle reliure, et un format un tout petit peu plus petit, parce que quand les lecteurs étaient dans leur lit, 300 pages de revue photo, c'est lourd, et donc ça permet d'être un tout petit peu moins lourd, mais tout aussi beau. À l'opposé du diktat de l'actualité brûlante, 6 mois nous propose des sujets de société menés au long cours, pendant des mois, voire des années, avec une approche personnelle. À 6 mois, on n'est pas producteur d'histoire, on est diffuseur d'histoire ou éditeur d'histoire. Donc les sujets qu'on publie sont le plus souvent des sujets personnels, au long cours, qui ne sont donc pas des sujets d'actualité, mais qui sont des sujets de société. Et nous, ce qui nous intéresse au fond le plus, ce sont ces regards personnels et les histoires fortes qui ont marqué la revue. Ce sont des histoires qui ont été faites souvent sur 10 ans, voire 20 ans, voire 40 ans, comme l'un des sujets de couverture de ce numéro qui porte sur la violence masculine. C'est une photographe américaine, Donna Ferrato, qui pendant 40 ans a documenté les violences faites aux femmes. Ce n'est pas une revue photo à proprement parler, mais un outil d'information dont l'image constitue la principale source. Comme support, pas d'autre choix envisageable que le papier pour mettre en valeur le travail des photographes, martèle Pierre-Yves Frelot, directeur de la publication.
On a des photographes exceptionnels qui contribuent depuis 10 ans dans 6 mois et qui méritent un support papier. Et qui méritent un support papier de qualité. C'est-à-dire qu'on investit dans le papier, on investit dans nos reliures, on investit dans un objet où le fond et la forme finalement se rejoignent. Et pour nous, c'est le papier. Tous les 6 mois, on n'est pas dans l'actualité chaude, on n'est pas dans l'actualité du jour, dans l'actualité du mois, mais on est dans l'actualité de l'époque. 6 mois est une revue qui est dans l'actualité de l'époque et qui permet de voir cette époque en plus sur une longue période et de multiples facettes. Donc on est extrêmement militant en fait et extrêmement convaincu de la place qu'il y a pour une revue papier comme 6 mois aujourd'hui. Selon Léna Mauger, la rareté, le format, plus proche du livre, sont des éléments qui contribuent au succès et à la longévité de 6 mois. Je pense que ce qui fait la particularité de 6 mois depuis son origine, et qui en fait un ovni dans l'environnement de la presse, c'est qu'au fond c'est une revue mais c'est d'abord un livre. Et en fait le succès de 6 mois qui ne sort paradoxalement que 2 fois par an, donc ce qui est très peu vraiment pour la presse écrite, c'est que c'est un esprit de collection. Et donc c'est sa rareté qui aussi a fait son succès, puisque aujourd'hui 6 mois c'est environ 15 000 exemplaires, alors qu'un livre photo et le rayon des livres photos est vraiment un marché très tendu, très difficile. Un livre en général se vend à quelques centaines d'exemplaires et encore beaucoup de livres sont autofinancés, alors que 6 mois est une revue qui a trouvé ce public fidèle. Des sujets sociaux pointus, fouillés, à l'image de ceux publiés dans le numéro 22. Dans ce numéro des 10 ans, justement, on a voulu honorer un peu cette relation d'amitié qu'on a avec des photographes dont on admire le travail. Donc il y a par exemple Alessandra Sanguinetti avec l'histoire de ses 2 cousines. Donc elle découvre au fond petite fille en Argentine et 10 ans après les avoir publiées, on les retrouve femmes et mères. Il y a un autre travail que j'aime beaucoup, c'est un photographe israélien qui s'appelle Oded Badilti qui fait une immersion chez les ultra-orthodoxes, et ce qui est très intéressant, c'est que ça raconte à la fois la manière dont la photographie est un langage de proximité et de distance. Parce qu'au fond, ces ultra-orthodoxes, ils vivent juste en bas de chez lui, mais en même temps, ils ne partagent pas leurs idées, ils ne partagent pas leurs convictions, ils ne partagent pas leur mode de vie, mais il arrive à faire des images qui sont comme des tableaux et qui nous offrent un accès unique à cette communauté. Un socle de lecteurs fidèles, des ventes en librairie et des demandes d'abonnement croissantes. Malgré un climat toujours plus incertain pour la presse papier, tous les voyants sont au vert à 6 mois. Ce qui est intéressant sur 6 mois, et c'est tout le travail qu'on fait en ce moment avec Léna et toutes les équipes, c'est que on est en progression forte en termes d'abonnement. Ce qui nous a, alors on s'est dit, est-ce qu'il y a un effet Covid l'année dernière, c'est quelque chose qui continue cette année. On est sur des croissances de l'ordre de 20% de nos abonnements depuis 2 ans, et pour 21 également. Et on est sur des redémarrages aussi de vente en librairie. Et donc ça, c'est assez significatif. Donc on le constate et on l'accompagne en ce moment. Benjamin, du coup, ce numéro anniversaire, on peut le trouver en kiosque ? Alors, c'est plutôt en librairie. Donc c'est un livre plus qu'une revue photo qu'on va trouver en librairie. Et c'est ça qui est intéressant, comme disait Léna Mauger, qui est rédactrice en chef, au passage, qui fait partie des journalistes présélectionnés dans la catégorie presse écrite pour le prochain prix Albert Londres, qui sera remis le 15 novembre prochain, donc bonne chance à elle. Donc on le trouve en librairie et c'est un esprit de collection finalement, parce que c'est intemporel, c'est pas comme dans la presse où l'objet va être relevé au bout d'un certain temps. Donc c'est un objet qu'on va pouvoir collectionner comme ça au fil du temps et garder, parce que c'est des sujets de société, mais c'est des histoires vraiment au long cours. C'est comme des moyens métrages, si on faisait un pont avec l'univers du cinéma, et on peut revenir dessus, et c'est du travail photographique de très haute qualité, voilà, mené avec du temps, avec exigence, avec des moyens, sur un très beau papier, ça faut le préciser. En ce moment, il y a une crise du papier, une crise mondiale de la pâte à papier, le papier devient plus cher. Donc ça fait plaisir de voir une revue papier qui fonctionne, qui recrute des abonnements, et ça montre qu'il y a une place pour le papier encore aujourd'hui. Et pour la petite histoire, et pour ceux que ça intéresse, donc Pierre-Yves Frelot, qui est directeur de la publication, édite également la revue 21, dont Léna Mauger est également la rédactrice en chef. Il édite aussi la revue dessinée
et Topo. Donc 4 revues au total, c'est le nom de sa société d'édition et c'est de la presse indépendante, il faut les soutenir. Voilà. Christophe, ça existe encore la presse spécialisée pour le cinéma? Alors on va mettre de côté les cahiers du cinéma évidemment, mais moi je me rappelle d'un magazine qui était fabuleux, qui s'appelait Ciné Life, qui était un très bel objet avec des magnifiques photos et couvertures de dingue. Ça existe encore tout ça? Il y en a encore, oui, des magazines spécialisés dans le cinéma. Il y a Première, toujours, que l'on peut trouver. Et puis après, il y a aussi beaucoup de magazines qui sont arrivés avec de l'actualité du cinéma, avec des choses un peu plus aussi vraiment pour les gens de cinéma. Donc il y a des magazines, effectivement, il y en a encore, mais effectivement, comme tous les autres magazines, ils subissent une crise assez importante, avec d'autres façons de consommer, malheureusement. Mais oui, ça existe toujours, bien évidemment, oui. Ok, bah merci Benjamin pour cette nouvelle très belle story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant qu'on attaque cette grande masterclass autour du métier de photographe de plateau. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Christophe Brachet pour une grande masterclass autour du métier de photographe de plateau. Alors pour commencer cette masterclass, je vous propose d'écouter le témoignage de Dominique Besnéard, qui est producteur, acteur et ex-agent artistique du cinéma français. Il nous explique sa vision du métier de photographe de plateau et les problématiques qu'il rencontre quand il manque de matière photographique pour communiquer sur un film. Oui, vous savez que j'appartiens à une époque, moi j'ai commencé en 75 sur un film qui s'appelait Le Sac de billes. Le photographe de plateau s'appelait Bernard Prime. Il restait toute la durée du film. C'est-à-dire qu'il durait, le film durait 10 semaines, il restait 10 semaines. Il était là tous les jours avec l'équipe, il photographiait les scènes, mais aussi les rapports des gens, il y avait des photos des techniciens, et c'était incroyable. Et que maintenant, j'avoue que c'est un métier il faut qu'il se restructure, il faut quand même se rendre compte qu'au moment des sorties de films, quand on a 3 malérousses photos, et c'est compliqué. À chaque fois, j'entends dire le distributeur, mais on n'a pas assez de photos. Je lui dis, il faut peut-être payer un peu mieux les photographes qui aient le temps de faire leur métier, sans mettre 10 semaines, mais au moins un certain temps. Alors pour commencer sur de bonnes bases, on va essayer de répondre à cette simple question. C'est quoi exactement un photographe de plateau? Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer? On aurait dû mettre le jingle de la question qui tue, là, tu sais. Alors, un photographe plateau, il est là comme beaucoup de techniciens sur un plateau de cinéma pour construire un film. Et dans la construction de ce film, sa spécialité à lui va être assez particulière puisqu'il est totalement indépendant sur le plateau de cinéma. Et son travail va servir à donner envie aux gens d'aller voir le film pour lequel on est tous en train de travailler. Donc donner envie par des photos, donc on appelle des photos d'exploitation du film, que vous verrez un petit peu partout dans des magazines de cinéma, que vous verrez dans les émissions de télévision aussi. Quand les acteurs vont sur un plateau de cinéma, il y a souvent des photos qui passent derrière eux, chez Michel Drucker, sur un 20h, sur l'émission C'est à vous, bref. Dès qu'ils sont dans des émissions, il y a souvent des photos de plateau qui passent derrière eux. Et ce métier sert également à faire les affiches de cinéma. Soit l'affiche de cinéma sur le plateau lui-même, soit des affiches de cinéma qu'on peut faire dans des studios après, avec des gens qui sont d'ailleurs spécialisés que dans les affiches de cinéma. Mais beaucoup d'entre nous, dans notre métier, on peut faire également les deux, la photo de plateau pure et la photo d'affiche. En tout cas, voilà, c'est vraiment un métier à part dans le cinéma qui est vraiment là pour vendre le film, pour donner envie aux gens d'aller au cinéma et qui va servir à toute la promotion du film. Donc, c'est les attachés de presse essentiellement qui vont utiliser notre travail pour pouvoir parler du film, vendre à des magazines et montrer un maximum d'images au plus grand nombre. Et bien évidemment, un autre
moteur pour aller voir des films, ce sont les réseaux sociaux qui ont pas mal changé de choses ces dernières années et sur lesquels on va aussi pouvoir poster toutes ces photos. Ah ça, on va y revenir sur la com de manière générale et les réseaux sociaux, mais t'as combien de casquettes en fait? Parce que du coup, tout ce que tu cites, ça suppose d'être à la fois un portraitiste, un photographe de reportage, peut-être faire... Tu fais un peu tous les champs photographiques finalement. C'est ce qui est intéressant dans ce métier-là, effectivement, c'est que je fais des choses qui sont assez variées sur un plateau de cinéma tout en étant extrêmement seul. Des fois, j'aimerais avoir un directeur artistique, par exemple, avec moi pour m'aider notamment sur les affiches de cinéma. On y reviendra guidé, sûrement non, quand plus même. tard. T'es pas guidé un peu sur place Très peu. Non, très peu. En fait, ce qu'il faut savoir, et pour défendre un petit peu le métier, c'est que souvent, j'ai tendance des fois à être un peu dur à dire, voilà, on fait de très mauvaises affiches de cinéma. Je trouve qu'on n'en a pas des... Même moi, j'en ai fait plein des mauvaises. On y reviendra après. Mais pour les défendre un petit peu, quand on fabrique un film, forcément, on est dans le moment présent et dans le moment de fabrication de ce film. Et c'est ça le plus important. Et c'est bien évidemment une évidence. Sauf qu'on ne se pose pas la question, ce qu'il va y avoir dans 8 mois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va le vendre, ce film. Et on ne se pose pas souvent ces questions sur le plateau de cinéma. C'est très courant que quand on commence un film, on n'a aucune idée sur la fiche du film. Quasiment tout le temps. Donc les photographes plateau, on se retrouve très souvent confrontés à essayer, nous, de chercher, de trouver l'affiche sur le plateau, mais de temps en temps, on peut avoir quelques orientations avec un metteur en scène, une production et un distributeur, mais c'est extrêmement rare. Ah, sur OSS, t'as pas une identité qui est déjà un peu établie? Alors OSS, c'est à part. OSS, là, clairement, on savait où on allait. Le producteur était d'ailleurs, Nicolas Atmayer était présent à chaque fois que je faisais des shootings avec les acteurs sur des fonds neutres. Donc ça, voilà, on sait où on va. On était en recherche avec les acteurs d'une position, mais on sait que ça va être l'acteur qui va être détouré pour être mis sur un fond blanc avec une position particulière. Donc ça, effectivement, c'est une norme. Mais pour plein d'autres affiches, par exemple, on est sur les affiches. Je peux vous citer une affiche que j'ai faite et que je trouve vraiment horrible, qui est un film qui s'appelle Embrasse-moi. Donc ce film-là, si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver l'affiche très vite. C'est un film où donc les actrices Océane Rosemary et Alice Paul ont été détourées pour être mises sur un fond jaune avec le titre en énorme. Sachant que pour une fois, pour l'histoire et l'anecdote, j'avais eu un rendez-vous avec le producteur et les réalisateurs pour savoir ce qu'ils avaient envie au niveau de l'affiche. Ils m'avaient dit on veut une affiche où les actrices ne s'embrassent pas pour pas faire trop peur aux gens et pas dévoiler trop la fin du film. Et on veut quelque chose d'assez esthétisant. Moi, j'avais déjà relevé à l'époque en disant écoutez, si on fait une affiche avec marqué en gros embrasse-moi, et même si elle ne s'embrasse pas sur l'image, moi, d'un point de vue de l'image arrêtée, je suis un peu battu, quoi. C'est-à-dire que j'ai beau mettre en scène 2 actrices, si au-dessus il y a marqué embrasse-moi, je pense que les gens sont pas complètement idiots et vont assez rapidement comprendre qu'elles vont se pécho. Mais bon, quand on est au début d'un film, le titre peut changer. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça dit, je suis en train de la regarder l'affiche en même temps qu'on se parle là. C'est vrai que c'est moche. Voilà. On peut dire, c'est un code couleur d'une autre époque. C'est un peu Bollywood. C'est un code couleur qui existe encore. Ouais. C'est-à-dire qu'actuellement encore, les distributeurs, pour eux, une comédie, c'est un fond jaune, un fond bleu, un fond blanc, avec les acteurs qu'on voit en énorme. Même si c'est Cadmerade, Jean Dujardin, il faut qu'on comprenne que ce soit Jean Dujardin ou Cadmerade qui est dans le film. Donc moi, j'essaie de lutter un peu contre ça, bien évidemment, parce que je trouve que... Moi, en fait, je pense, et je suis même persuadé que le public est très intelligent et qu'on peut lui proposer autre chose, surtout quand on fait un film où il va y avoir une promotion. Il ne faut pas oublier ça, que quand le film va sortir, pendant 1 mois et demi, les acteurs vont être en promotion. Donc on va parfaitement savoir que Jean Dujardin, Cadmerade va jouer dans tel film. Donc, si sur l'affiche, vous jouez quelque chose d'un peu plus subtil, je pense que ça joue en votre faveur et dans votre camp. Si vous êtes un petit peu bourrin, et je trouve que c'est ce qui se passe très bien avec cette affiche, ça résume beaucoup de choses, cette affiche. C'est-à-dire que on a mis un fond jaune parce que c'est une comédie, on a détouré les acteurs, on les a fait se rapprocher, et en gros, on a donné ce qui va se passer parfaitement dans le film pour que vous compreniez ce qu'il va y avoir. Pour... mettre un petit peu d'eau dans mon vin et pour défendre un petit peu les gens qui font les affiches, c'est extrêmement difficile de faire une affiche de cinéma. C'est un exercice extrêmement compliqué. Je pense qu'actuellement, on est un peu trop dans la facilité. De toute façon, vous le voyez bien. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on met les acteurs un peu connus sur l'affiche, on les met un peu tous, on fait un petit fondu là-dessus et on a une affiche. Alors du coup, si j'essaye de synthétiser un petit peu, Christophe, donc tu t'occupes de la production des images qui vont servir à l'exploitation du film,
mais ça englobe différents types de photos. Donc on a les images, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, on a les images du film en elles-mêmes. Ok. On a un peu ce côté reportage avec des images de making-of où là on a l'équipe technique apparente, les caméras, les lumières, éventuellement l'affiche comme tu l'as évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres types de photographies que tu produis sur un plateau qui ont peut-être un autre usage? Non, tu as très bien résumé, effectivement, et c'est effectivement, comme on le disait avant, Ben, ça mélange beaucoup de métiers différents, portraitiste, reportage, mais l'utilité principale, c'est essentiellement ça, pardon, d'avoir des choses très posées par moment, avec vraiment un vrai travail de portraitiste, avec des choses face caméra, et après avoir vraiment des choses de plateau vivantes qui vont surtout servir à la communication. Vraiment, moi, tout ce que je fais, c'est vraiment pour communiquer sur le film. Après, il y a quelque chose dont on parle assez rarement, qui est l'histoire du cinéma. Normalement, mes photos servent également à ça, et on l'a vu avec la mort de Jean-Paul Belmondo, où on a vu beaucoup de photographies de plateau aussi passer. Ça sert également à la mémoire du cinéma. D'accord, une logique d'archive pour une société de production ou d'accord. Okay, et c'est pour ça que c'est important de garder ce métier, puisque ce métier, on y reviendra après, est en voie de disparition, et à cause des photogrammes, donc les copies écran que l'on peut faire grâce à une caméra, on a une photo. Donc beaucoup de producteurs se disent pourquoi je vais embaucher un photographe plateau. Donc on a oublié ce que tu disais avant un petit peu, effectivement, Ben, le côté reportage. Parce qu'il faut comprendre que ce qui marche en 24 images... Mais ils n'ont pas le contre-champ quand même. Là, ils vont avoir le champ, mais ils vont pas avoir le contre-champ. Ils vont pas avoir le contre-champ, mais surtout, même s'ils ont le champ, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le champ, c'est quoi? C'est 24 images secondes. C'est-à-dire que le metteur en scène, il réfléchit en 24 images secondes, mais des fois, ça ne marche absolument pas sur une image arrêtée. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut avoir l'œil du photographe pour cette raison-là. Exactement. Et alors du coup, c'est qui ton employeur? C'est le producteur? C'est le diffuseur? C'est qui exactement? Alors c'est le producteur, mon employeur, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, ça pourrait être plutôt le diffuseur et plutôt le distributeur du film, puisque c'est lui qui va exploiter finalement mes images. Donc le producteur va lui donner les images qu'il va pouvoir exploiter, et c'est lui qui m'emploie, mais des fois j'aimerais avoir beaucoup plus de dialogue avec le distributeur, puisque c'est vraiment lui qui va vendre le film derrière. Donc, et du coup, t'es un intermittent du spectacle? Oui, alors moi je suis intermittent du spectacle, on peut facturer, mais c'est quasiment pas ce qui est fait dans le milieu. La plupart des photographes plateaux sont intermittents du spectacle, et c'est aussi d'un point de vue législatif par rapport à des assurances où c'est beaucoup plus intéressant pour un producteur d'avoir que des intermittents du spectacle pour les assurer. Donc je suis intermittent du spectacle comme les autres techniciens, le machinot, l'électro. Je suis un technicien du cinéma comme une maquilleuse, comme un script, comme... Sauf qu'il y a forcément des notions de droit à l'image et de droit d'exploitation qui doivent rentrer un peu dans tes négociations. Exactement, donc j'ai un salaire, donc je suis employé avec un salaire, et à côté de ce salaire, je vais toucher des cessions de droits pour qu'ils puissent exploiter mes photos de plateau en exploitation, et éventuellement pour qu'ils puissent exploiter une photo pour une affiche. Donc j'ai 2 cessions de droits en général, une pour les photos de plateau et une pour l'affiche, parce que ça peut arriver que je ne fasse pas l'affiche. Et tiens, il y a une question que je me posais, parce que quand j'ai fait les recherches sur toi et sur ton parcours, donc tu as fait les photos de OSS 117, et on a cet acteur, Jean Dujardin, qui publie sur son compte Instagram des photos de toi, du tournage, où il te cite, évidemment, et je vois que ces photos font, je sais pas, 30 000, 50 000 likes. Est-ce que le fait qu'un acteur comme Jean Dujardin utilise ces photos un peu à ses fins personnelles, c'est inclus dans les sessions de droit globales de la prod, ou c'est un deal que tu as avec lui, ou c'est une manière de travailler intelligemment? Je pense que c'est une manière de travailler intelligemment, mais malheureusement, ce n'est absolument pas pris en compte dans les sessions de droit, et c'est la chose sur laquelle on essaye de se battre dans les prochaines années, c'est de faire comprendre, quand on négocie nos sessions de droit, que maintenant nos photos sont exploitées de plein de manières différentes. Si demain OSS va sur Netflix, forcément, la session de droit que j'aurais touchée, elle n'était pas prévue pour que ça aille sur Netflix avec une vraie machine de guerre derrière. Et les réseaux sociaux, c'est encore un sujet extrêmement tabou sur lequel on veut pas trop parler et sur lequel on met pas trop les yeux. Pour être totalement transparent avec vous, je pense que c'est bien de donner des chiffres. Moi, j'ai aucun... j'ai vraiment pas de honte par rapport à ça. Au contraire, je pense que les gens qui veulent faire ce métier, il faut qu'ils sachent combien ils sont payés, parce que tout le monde pense que c'est très prestigieux. Bah, pas tant que ça. Je sais que des photographes de mariage peuvent gagner beaucoup plus d'argent que moi, par exemple. Donc, pour être totalement transparent, j'ai parlé de salaire tout à l'heure. Je suis intermittent du spectacle. Comme tout intermittent du spectacle, il y a un barème qui existe avec ce que l'on appelle un minimum syndical.
Ce minimum syndical pour un photographe plateau est de 280 € par jour. Ok. Ça, c'est mon salaire. Donc ça, c'est la prestation technique. La prestation technique. Ok. S'ajoute à ça ce que l'on appelle une bijoute. Tous les termes techniques sont souvent employés par les techniciens. Donc une bijoute comme un électro, comme un machinot, parce que je viens avec mon matériel. Ok. Donc je demande en moyenne entre 50 et 150 € par jour ajouté à mon salaire. Ce qui n'est pas énorme hein, quand on sait le sac que j'ai, hein, bien évidemment. Et s'ajoute à ça par jour des sessions de droit. En moyenne, une session de droit par jour, c'est entre 100 et 300 € par jour. Donc ça, cette session de droit... Que tu fasses 3 photos ou que tu fasses 1000 photos, c'est la même session. Exactement, et c'est là le problème. Et c'est là où on n'arrive pas à leur faire comprendre aux productions que c'est très très peu. Par exemple, ça ne devrait pas être comme ça en fonction d'un petit film d'auteur et d'un gros film comme OSS. Ouais, ou selon la personne que tu photographies. Tu as cité Jean Dujardin déjà plusieurs fois. Enfin, j'imagine que c'est pas les mêmes visibilités, c'est pas le même usage non plus, quoi. Ouais. C'est une évidence, mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, comme une affiche de cinéma, je vais revenir après sur les prix aussi des affiches. Pour eux, ils ont un barème qui est quasiment tout le temps le même, que ce soit un petit ou un gros film. Et ça, c'est pas logique. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Donc, cette session de droit pour les photos de plateau. On essaie de la négocier en fonction du nombre de jours, parce que si je suis présent 30 jours sur un film ou 3 jours sur un film, vous imaginez que c'est pas la même somme à la fin. Donc tout ça est en négociation, mais en tout cas ça c'est un barème. Et pour revenir sur OSS, ça a été un forfait qualité delay, donc j'étais à 280 € par jour. Je n'avais pas de bijoute, il n'a pas voulu me payer de bijoute. Il m'a donné 2000 € de session de droit pour les photos en exploitation et il m'a donné 4000 € de session de droit pour les affiches du film, sachant qu'il y a eu 4 affiches. Ça me paraît dingue comme montant là, cette session de droit, et c'est pas fini, c'est là où vous allez tomber de votre chaise, et cette session de droit elle a été signée jusqu'à mes ayants droit. Donc pour faire simple, pour que vous compreniez, c'est jusqu'à 70 ans après ma mort. Voilà. Après, donc ça tombe dans le droit commun. Ouais. Exactement. Donc moi j'essaie de me battre actuellement pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de bon sens dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est très compliqué de leur faire entendre parce que des fois ils peuvent vous dire écoute, si tu n'es pas content, je prends des photogrammes et je n'ai plus de problème. Donc mon autre cheval de bataille, c'est de dire aux chefs opérateurs messieurs, vous n'avez pas été payés pour que ce que vous filmez à la caméra serve à faire une affiche ou serve pour promouvoir le film, parce que les chefs opérateurs ne touchent pas de session de droit. Ils ont abandonné leur session de droit avec leur salaire. Donc, j'essaie de faire prendre conscience aux chefs opérateurs que, attention, il faut qu'on défende le métier de photographe plateau et grâce à vous, si vous dites attention, je fais un film, je filme un film, je n'ai pas de session de droit, vous ne prenez pas mes stills ou mes copies d'écran pour promouvoir votre film. Ou si vous les prenez, je veux bien, mais vous me rajoutez une session de droit, ce qui paraît logique. Tiens, d'ailleurs, qui c'est qui t'appelle ? C'est le producteur ou c'est le réalisateur ? Ou l'acteur peut-être même ? C'est tout ce qui m'appelle. Ça peut être aussi bien un producteur qu'un réalisateur qu'un acteur. Sur OSS, c'est Nicolas Bedos et Jean Dujardin qui ont parlé de moi au producteur avec qui j'avais jamais travaillé. Mais effectivement, donc c'est tous ces gens-là qui peuvent m'appeler, les distributeurs également. Et ensuite, c'est un vrai cheval de bataille, comme tu disais tout à l'heure. Tous les photographes, et d'ailleurs à chaque fois qu'on se voit, les photographes plateau, on se dit qu'on est fatigué. À chaque fois qu'on commence un film, à chaque fois c'est une négociation. Donc je sais qu'on est dans un moment qui est particulier, un moment où les choses sont en train de changer, où notre métier est en train de disparaître, mais c'est maintenant qu'il faut qu'on se batte et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse comprendre à tous ces gens-là que oui, c'est important et que non, ce n'est pas beaucoup d'argent de demander, parce que moi, quand sur OSS, pour revenir sur OSS, et je le dis sans aucune animosité, j'ai été dans le bureau du producteur et quand je lui ai dit que 4000 € pour une affiche de cinéma comme un film pour OSS, ce n'était pas assez, surtout pour céder mes droits jusqu'à 70 ans après ma mort, il ne comprenait pas. Il me dit mais oui, mais j'ai toujours fait ça. Oui, mais c'est pas parce que tu as toujours fait ça. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du monde où les gens ont toujours fait ça et c'était pas très 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 bien. Donc c'est pas parce que tu as toujours fait ça que c'est bien. Et si on réfléchit, qu'on prend un tout petit peu de recul, moi j'aimerais qu'il y ait un barème qui a existé il y a quelques années en fonction de l'exploitation du film, en fonction du nombre de copies du film. On devrait avoir un barème où pour un film d'auteur c'est 3000 €, pour un film comme OSS c'est 10 000 € parce qu'il y a 900 copies alors que l'autre il a que 100 copies. Et tout ça, ça sera les générations futures qui vont devoir se battre avec ça, parce que je ne vous parle pas aussi de gens qui abusent de jeunes photographes en disant tu as la chance de faire ce film, donc je te paye
extrêmement mal. Donc ça, en fait, ça c'est une mécanique qu'on retrouve aussi ailleurs, dans d'autres domaines de la photographie, pas uniquement que sur la photographie de plateau. Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte contre une précarité. Si on veut que les jeunes et nos enfants puissent arriver à travailler, c'est maintenant qu'il faut se battre. Et je le dis vraiment en toute transparence en disant, voilà, je veux pas me fâcher, je veux juste qu'on prenne conscience que non, ce n'est pas beaucoup d'argent et que c'est difficile de vivre quand, par exemple, sur OSS, je crois il y a eu 55 jours de tournage ou 60, j'ai travaillé que 8 jours. Donc 8 jours fois 280 €, c'est même pas le SMIC sur un mois et demi en fait. Donc, parce que c'était sur un mois et demi, on a tourné sur 5 semaines à Paris et je ne suis pas allé au Kenya sur OSS. Il n'y a pas eu de photographe plateau sur le Kenya. Donc, les quelques photos que vous avez vues de OSS, notamment une photo qui a beaucoup tourné de Jean Dujardin et Pierre Ninet avec un flingue, c'est un photogramme. Alors, une fois que tu as réglé toutes ces dispositions légales, que tu as négocié, que tout le monde est à peu près raccord, comment ça se passe vraiment sur le plateau? Déjà, avec qui tu travailles? Est-ce que c'est plus avec le réalisateur ou avec le chef opérateur du film? Alors, sur le plateau, c'est assez étrange. C'est un métier qui est très seul, hein. Je parle avec très peu de monde. Le réalisateur, il est extrêmement occupé sur un plateau à diriger son plateau, donc il me fait entièrement confiance. De temps en temps, il peut me dire 2 ou 3 choses, mais il me fait entièrement confiance. Et c'est plus avec les acteurs où j'aime bien, notamment avec certains acteurs, leur montrer les photos au fur et à mesure. Avoir leur confiance, c'est le plus important sur un plateau de cinéma. Donc ça va être beaucoup de dialogue avec les acteurs pour savoir s'ils ont aimé ou pas ce que j'ai fait. Et après, bien évidemment, avec le chef opérateur pour discuter de sa lumière, de la lutte qu'il va mettre après sur l'image pour que je respecte sa vision du film. Mais des fois, je m'octroie une liberté pour proposer aussi autre chose. C'est-à-dire que tu peux avoir une chromie différente de celle du film dans tes photos? Des fois, oui. Et là, il se pose la question, par exemple, pour un film que j'ai fait cet été qui s'appelle Astérix et Obélix, qui sortira l'année prochaine, un film qui a été réalisé par Guillaume Canet. Aussi, là. Voilà, une petite production où l'ambition du film c'est un film qui est très ambitieux avec un scénario qui est très bien écrit, moi je trouve, de Guillaume Canet, où la chromie du film, c'est une chromie qui est assez froide, c'est une chromie qui est un peu dark, un peu dure, voilà, des années un peu 2000. Bref, donc moi je me suis dit pour vendre une comédie ça va être compliqué et donc j'ai fait une proposition d'une chromie qui est beaucoup plus chaleureuse. Donc, on va voir s'ils vont les garder ou pas. Moi, en plus, je leur dis souvent, moi, je suis là pour donner aussi envie aux gens et on peut travailler sur des chromies différentes, même si les gens vont voir le film derrière. Je pense pas qu'on va avoir quelqu'un qui va dire, j'ai vu les photos, le film ne correspondait pas du tout aux photos. Non, le plus important, c'est quand même le film. D'accord? On va remettre les choses dans son contexte. Et c'était pour vous montrer aussi d'autres façons de voir le film d'une manière un peu différente. C'est une comédie. Et sur une image arrêtée, encore une fois, c'est une façon de raisonner qui est différente d'une façon de raisonner en mise en scène à 24 images secondes. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir cette liberté-là. J'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes finalement dans ton travail, puisque voilà, sur un tournage, il faut installer, il faut préparer, il faut mettre en place. Alors j'imagine qu'entre les prises, tu dois faire un peu des photos de reportage, de making-of, mais quand tu dois travailler sur les images du film en tant que tel, déjà tu le fais quand et comment tu fais? Tu te glisses, tu essaies de trouver une petite place sous la caméra? Comment ça se passe? Ouais, moi je suis un chat et ouais, c'est ça. Moi je suis vraiment un chat sur un plateau et je pense que j'ai très vite travaillé aussi dans ce milieu parce qu'on m'a souvent dit voilà, on ne te sent pas et je pense que mon expérience de photographe sous-marin et de plongée sous-marine pour photographier un requin, il faut être extrêmement respectueux de la faune et de la flore dans laquelle vous évoluez et je travaille vraiment de la même manière que quand je travaillais sous l'eau, avec cette même discrétion. Et c'est ça qui m'a fait aussi, je pense, travailler assez vite. C'est cette discrétion tout en étant capable de sortir des photos où ils se disent « Ah, dis donc, elle est super cette photo, j'avais pas vu que tu étais là. » Donc, je m'octroie une liberté de me mettre un petit peu partout, d'avoir du matériel qui joue pour moi ces dernières années, puisque avant je travaillais avec ce que l'on appelle un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorisait les boîtiers réflexes. Tu veux dire au moment où il y avait le bruit des déclencheurs qui faisait clac, 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 clac. Exactement. Et du coup, quand l'hybride est arrivé, notamment un des premiers hybrides que j'ai adoré chez Sony, qui était le RX1, qui était un plein format, qui était complètement atypique, que moi j'ai adoré, qui a été, je sais, très critiqué, mais qui pour moi je trouvais était un boîtier extrêmement révolutionnaire. Un 35, c'est une optique que j'adore, et je trouvais qu'il y avait une qualité photo sur ce boîtier qui était assez remarquable. Et donc à partir du moment où j'ai eu ce genre de boîtier totalement silencieux, j'ai pu vraiment aller chercher des photos complètement différentes. Et d'ailleurs j'ai toujours fait le parallèle avec mon métier, avec plein d'autres métiers où je me suis dit que ce soit du photojournalisme, que ce soit un photographe de mariage, pourquoi ils n'ont pas l'obligation d'être totalement silencieux comme moi en fait.
Enfin, moi, je me suis toujours fait la réflexion dans une église, je me dis, mais comment est-ce qu'on autorise encore des photographes à faire autant de bruit? Selon le type d'éclairage, tu n'as jamais de déconvenu avec ça parce que selon la vitesse d'obturation, pour parler un tout petit peu de technique, c'est super les silent shutters, enfin les obturateurs électroniques pour parler bien français. Mais on peut avoir des problèmes de stries, de bandes sur l'image ou des choses comme ça. Il faut faire gaffe. Exactement. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes au tout début de l'hybride et je pense que Sony, qui ont été les premiers à croire en cette technologie, je pense, ont été confrontés à ce problème très vite. Donc, j'étais des fois obligé de travailler avec des shutters en fonction de la lumière. Donc, si c'était du 60 Hz à 1 60e ou du 100 Hz à 1 centième, effectivement. Donc, ça me limitait quand j'ai eu la première génération des Alpha 7, par exemple, chez Sony, avec le Mark 1. J'ai commencé à travailler avec le 7S Mark 1, qui était le premier boîtier hybride à proposer un mode totalement silencieux, mais qui avait du rolling shutter et du banding. Clairement. À partir de la génération shutter, juste pour expliquer, c'est une espèce de déformation à l'image en fait quand on balaye un petit peu, c'est une déformation du sujet qu'on peut observer à l'œil nu. Donc quand il y avait un peu de mouvement, j'étais un peu battu, donc j'étais obligé de me remettre en mécanique. Pour moi, le boîtier qui a été révolutionnaire dans toutes marques confondues, ça a été l'Alpha 9, qui a été le premier boîtier sur le marché à ne pas avoir quasiment aucun rolling shutter. Il avait juste un peu de banding sur certains éclairages. Et là, la vraie révolution qui est arrivée en début d'année, pour moi, c'est encore une fois Sony, mais je pense qu'ils ont cette avancée technologique sur leur concurrence avec l'Alpha One, qui est le seul boîtier actuellement à ne pas avoir de rolling shutter et à ne pas avoir de banding. Et ça a tout changé. Il a d'autres inconvénients. Pour moi, je suis un peu déçu sur ce boîtier dans sa montée en sensibilité, par exemple. J'ai pas la même la montée en ISO que mon Alpha 9, que je trouve absolument fabuleux. Ah, il y a 2 fois plus de pixels aussi. Hein. Mais voilà, actuellement, on est dans cette course aux pixels des constructeurs. C'est un peu moi qui est la plus grosse par moment. Donc, j'ai envie de dire, calmez-vous les gars. Ça sert à rien cette montée en millions de pixels parce que ça me limite en montée en sensibilité. Et on est, nous, dans le cinéma, de plus en plus dans un cinéma qui est de moins en moins éclairé. Donc, j'ai besoin de monter de plus en plus en sensibilité. Donc, il y a eu des énormes prouesses technologiques. Je rêverais d'un Alpha 9 Mark III sans banding. Et donc, j'espère que ça arrivera en tout cas en gardant entre 24 et 30 millions de mégapixels. Ça serait pour moi parfait en tout cas pour la montée en sensibilité. Et puisqu'on parle un peu matos, c'est quoi un peu tes optiques de prédilection quand tu es sur une journée type de tournage? T'as quoi dans ton sac? Alors mon sac photo, il est très simple. Alors actuellement, c'est l'Alpha One et c'est que des focales fixes. Je n'ai aucun téléobjectif. De toute façon, je m'en suis fait voler. Malheureusement, l'année dernière, on m'a volé le peu de téléobjectifs que j'avais dans le train. Donc que des focales fixes, c'est très simple. 24, 35, 50, 85, 135. Et du coup, tu te cales sur les focales qui sont utilisées pour tourner les plans ? Pas du tout, parce qu'effectivement, au cinéma, on est quasiment tout le temps en focale fixe, mais je m'octroie une énorme liberté de vraiment, en fait, ce que fait la caméra, ce qu'il faut comprendre dans mon métier. Et je pense que un bon photographe plateau, c'est ça, c'est que on sait très bien que la mise en scène, c'est quelque chose de très particulier. Je regarde ce qui est un peu fait, mais honnêtement, je fais à ma sauce. Donc, je vais faire mon plan large. Des fois, ça va être un 24 à la caméra. Pour moi, ça sera un 35 parce que moi, je suis vraiment en format photo, donc j'ai beaucoup plus de hauteur que la caméra. Et tu te mets pas en ratio 16/9. Tu gardes ton ratio 3,5. Ouais, je garde mon ratio. Et c'est aussi pour ça que je veux défendre la photo de plateau, c'est que je veux défendre mon ratio parce que des fois, dans les décors, là, par exemple, si je prends le film que je fais actuellement, j'étais dans des décors qui étaient somptueux, j'étais dans une mosquée. Donc, je voulais avoir de la hauteur pour avoir cette mosquée qui était magnifique, par exemple, que eux n'avaient pas. Et c'est là où, encore une fois, on peut défendre le métier de photographe plateau, c'est qu'on a vraiment une autre vision, en fait, sur une image arrêtée. Et c'est en ça où c'est intéressant. Donc, et idem sur les problématiques de profondeur de champ, c'est-à-dire que quand tu as des plans caméra serrés qui sous-entendent justement une petite profondeur de champ, toi, tu te permets tout, en fait. Moi, je me permets tout. Et alors, moi, vraiment, si on regarde vraiment mon travail, de toute façon, je suis très souvent en longue focale. Ma focale de prédilection, c'est le 85 et le 135. Que j'avais déjà avant en argentique et en... Le 135, il est extraordinaire. Enfin, franchement, le 135 1.8, il faut reconnaître. Pour moi, le 135 1.8, c'est la meilleure optique actuellement chez Sony. Je viens de tester le 50 G Master qui, je pense, est au niveau du 135. Il manque pour moi un 85, exactement le 1.2. Pour moi, chez Sony, et ça, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je ne travaille pas avec un Sony
avec le 85 mm. Mon 85 mm, c'est un Zeiss de chez Batis Zeiss 1.8. Et pour moi, le 85 1.4 de chez Sony est vraiment pas bon. Enfin, c'est une bonne optique avec un bon piqué, mais qui n'est pas à la hauteur des autofocus de chez Sony, c'est-à-dire qui rame avec un moteur qui fait du bruit. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu la journée type que tu as sur un tournage? Ma journée type, alors j'arrive au PAT, ce qu'on appelle le prêt à tourner sur un plateau. J'ai pas de préparation moi, donc j'arrive vraiment un petit peu au dernier moment. Et ma journée type, c'est vraiment, je dis juste bonjour très rapidement aux gens et après je me fais complètement oublier. C'est-à-dire qu'après j'essaye de ne quasiment pas parler, juste un petit peu aux acteurs pour si je leur montre une ou deux photos. Et après c'est de trouver un endroit où je ne dérange personne, où je vais pouvoir me mettre pour pouvoir photographier et changer mes optiques assez facilement. Donc vraiment, moi, une journée type, c'est du reportage pour moi. J'assimile beaucoup ce métier au reportage parce que vraiment, c'est me faire oublier, m'imprégner de tout ce qui va se passer, même si je sais ce qui va se passer parce que j'ai lu le scénario avant et je sais la séquence que l'on va tourner aujourd'hui, mais c'est m'imprégner de ce qui va être tourné et vraiment m'interroger à chaque moment où est-ce que je peux me mettre. Vu que je suis en focale fixe, je bouge tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime les focales fixes. C'est cette façon de travailler que j'aime chez la focale fixe. Donc pour moi, ça va être ça. C'est m'immerger sur le plateau, être le plus discret possible, vraiment. Et ensuite, être totalement fondu dans le plateau et qu'on m'oublie complètement. Un peu d'anecdote croustillante, non? Ça t'arrive de te faire griller, justement? Parce que t'as pas une fois où on te dit... Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, le gars, là, dans le champ? Avant le cut, Si, alors, on te crie dessus. Il y a des acteurs qui, par exemple, détestent qu'on soit ce qu'on appelle dans leur regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le regard vers où ils vont jouer. Donc souvent, la plupart des photographes plateau se mettent très à côté de la caméra. Parce que vu qu'un acteur ne regarde jamais face à la caméra, on sait que c'est une zone de sécurité où on peut travailler. Mais moi, j'aime bien justement bouger. Donc ça m'est arrivé avec certains acteurs, notamment avec un certain Gérard Depardieu qui m'a capté et qui à un moment donné m'a capté direct et m'a dit non, tu te fous pas là, avec son langage très particulier et qui m'a complètement viré de l'endroit où je voulais me mettre, par exemple. Donc ça, oui, ça c'est bien évidemment arrivé. Mais ça veut dire que tu te renseignes avant, comme, je sais pas, un naturaliste qui va se renseigner sur telle espèce pour mieux la photographier. Toi, tu vas te renseigner sur le Depardieu ou sur... Oui, je savais que je jouais un jeu dangereux. Après, oui, je sais avec certains acteurs ce que je peux faire ou pas. Avec Isabelle Huppert, c'est un peu pareil. Il faut pas se mettre dans son regard, faut pas la déranger. Donc, je me renseigne avant, je sais. Mais de temps en temps, je joue. Avec Isabelle Huppert, j'ai aussi un moment un peu joué. Elle m'a une ou deux fois capté, mais j'aime bien ça, c'est un petit challenge aussi pour moi, que je trouve assez intéressant. Et puis c'est bien, on est dans des métiers où il faut un peu les provoquer aussi, donc j'aime bien ça. Bon, c'est fascinant tout ce que tu nous racontes. C'est vrai que ça fait rêver un peu cet univers du cinéma. Tu côtoies des acteurs, des réalisateurs célèbres. Un plateau, c'est un lieu de vie extraordinaire. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune photographe qui aimerait se lancer dans la photo de plateau? Est-ce qu'il y a des formations? Comment on fait pour mettre un pied, un orteil dans cet univers-là? Même si on est prévenu du coup sur les difficultés et du métier, que tu as bien souligné. Oui, c'est sûr que c'est... Alors moi, beaucoup de photographes plateau, si vous discutez avec beaucoup de gens du métier, même si on n'est pas très nombreux, sont très pessimistes sur le devenir de ce métier. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'aime à dire, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire qu'une nouvelle génération qui va arriver est très talentueuse. Il y en a un très bon exemple, c'est Chana Besson, qui est une grande photographe plateau pour moi et qui a 25 ou 26 ans. Donc, il y a un lien avec Luc ou pas du tout? Son papa, c'est Luc et sa maman, c'est Mei Wen. Donc, elle a des parents extrêmement talentueux, mais elle est très talentueuse. Elle a un vrai œil, un vrai regard. Et je trouve que c'est une jeune photographe qui a beaucoup d'avenir dans ce métier. Et on a besoin de jeunes photographes comme elle pour défendre le métier, justement, et pour que ce soit un métier qui continue à l'avenir. Donc moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, c'est de leur dire, il faut y croire, même si on vous dit c'est un métier qui est en train de disparaître. Et dites-vous bien une chose, oui, les photogrammes sont en train de prendre le dessus pour beaucoup de personnes, mais si vous, sur le plateau, vous êtes créatif, si vous, sur le plateau, vous proposez autre chose, vous verrez que les photogrammes, on va vite les mettre de côté. Et le cinéma doit justement avoir cette exigence de proposer des choses extrêmement créatives. Les photogrammes, c'est bien les captations par l'appareil, c'est ça, hein, c'est une captation de la caméra, exactement. Ouais. C'est-à-dire que la caméra qui a tourné, on va faire une copie écran. Et d'ailleurs, tous les jours, le chef opérateur reçoit des photogrammes de la journée de la veille pour voir ce qu'il a fait la veille. Donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui existe dans notre métier et qui fait que notre métier est vraiment en train de disparaître.
Donc, si on a des photographes talentueux qui proposent autre chose, c'est pour ça que moi, souvent, je demande à recevoir les photogrammes pour voir quelle plus-value j'ai amené au film. Et puis, bien évidemment, le photogramme est limité, puisque quand on va avoir des scènes en mouvement, et si je reviens sur OSS, si vous regardez cette fameuse photo de Jean Dujardin avec Pierre Ninet, où ils mettent leur flingue devant, si vous regardez bien l'image, elle n'est pas vraiment nette, parce qu'on sait très bien que le shutter d'une caméra reproduit l'œil humain, donc dès qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir un flou de mouvement. Donc, on est très limité sur les captures d'écran, sur quelque chose qui soit assez statique. Donc, c'est en ça où le photographe, par exemple, sur Astérix Obélix que je viens de faire, j'ai photographié plein de scènes d'action, où le shutter de la caméra ne pourra pas avoir un photogramme correct. Donc, c'est en ça où ce métier, il a du sens. Et les gens, souvent, les jeunes, je leur dis, faites des courts-métrages. À Paris, il y a la Maison du film court, inscrivez-vous à la Maison du film court, faites des courts-métrages, mettez-vous dans des jeunes équipes qui seront les réalisateurs de demain, ils vous prendront. Et surtout, faites prendre conscience à la nouvelle génération, quand ils font des courts-métrages, que les photos, c'est important. Si dès la fabrication et dès les jeunes, on comprend que la photo, c'est important, et quand on voit les jeunes, comment ils communiquent et comment ils sont rivés sur leur téléphone portable, je pense qu'ils sont extrêmement consommateurs d'images, on aura un métier qui reviendra sur le devant de la scène. Et si on prend l'exemple des anglo-saxons et de Netflix et compagnie, regardez juste les Peaky Blinders, comment ils communiquent, vous allez un peu pleurer. Ah oui, je souscris à 200%. Alors Christophe, en ce qui te concerne, on peut dire d'une certaine façon que tu as eu un petit coup de pouce à ton arrivée à Paris pour te lancer dans le cinéma, puisque tu as eu l'opportunité, la chance de croiser un célèbre producteur, agent, acteur qui est Dominique Besnéard et qui t'a un peu mis le pied à l'étrier. Il nous raconte comment vous vous êtes rencontrés et comment il t'a lancé dans cette carrière de photographe de plateau. On l'écoute. Bon, d'abord, j'ai rencontré dans un train. Alors, moi, je pense que c'est vers 2008, 2009. Il me regardait, donc je pensais qu'il me reconnaissait. Il savait pas vraiment qui j'étais parce qu'il venait de la Martinique. Mais à l'époque, il voulait être acteur. Et puis après, je lui ai envoyé dans un cours. Et puis, j'ai vu que de dépendre du choix d'un metteur en scène, d'un cinéaste, je sentais ça lui plaisait pas vraiment. Et puis je pense qu'il n'était pas, j'ai pas dit qu'il n'était pas doué, mais il n'était pas extraordinaire. Et il l'a senti. Par contre, quand il m'a montré ses photos, j'ai dit, mais donc, t'as une fibre artistique, faut peut-être que tu fasses de la photo. Voilà, il a commencé à travailler avec nous, je sais plus trop le film, c'était peut-être avant l'aube, et puis voilà, et ensuite il a prouvé qu'il avait un regard, ce qui est important pour un photographe, mais qu'il avait un point de vue. Et surtout, très vite, il a fait partie du Festival d'Angoulême, parce que la première année, c'était assez moyen, les gens qui faisaient les photos, et une fois qu'il est venu, on sent bien que tout l'aspect de la photo du festival a été vraiment importante. On a senti qu'on avait vraiment monté d'un cran, et notamment l'une des premières photos qu'il ait faite dans le festival, c'est la photo de Jean Dujardin que Jean Dujardin adorait, et ensuite il l'a imposée sur des films. Voilà. Donc en fin de compte, je lui ai donné un coup de pouce, mais c'est son talent qui a fait qu'il a été remarqué. Voilà, même si vous savez que de temps en temps, dans ce métier, on recommande quelqu'un, mais si la personne n'est pas douée, ça suffit pas, surtout un photographe de plateau. Oui, c'est assez marrant, ma rencontre avec Dominique. Je l'ai rencontré, en fait, j'ai commencé quand je suis arrivé à Paris par une école d'acteurs, le laboratoire de l'acteur. Il m'a envoyé un casting. Ce casting s'est mal passé. Et je lui ai dit, écoute, le casting s'est mal passé. Je pense que ce film-là, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais faire des photos sur ce film. Je pense que je suis capable de faire des photos sur un film. J'ai photographié des requins avant. Je pense que je devrais être capable d'arriver à faire des photos sur un plateau. Il a pris la blague, il m'a dit celle-ci, on me l'avait jamais faite. Et vu que c'est quelqu'un qui laisse vraiment sa chance aux gens, il m'a laissé ma chance. Donc il y avait un photographe pro sur le plateau. Les jours où le photographe pro n'était pas là, j'avais le droit d'aller sur le plateau. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes photos ont beaucoup plu aux acteurs, dont Jean-Pierre Bacry. Et Jean-Pierre Bacry, à l'époque, a parlé de moi à d'autres acteurs qui, après, m'ont fait travailler. Merci. Bon, je vais mettre un terme à cette masterclass. Il est temps maintenant de passer au débrief.
Nous sommes toujours avec le photographe Christophe Brachet pour parler de ce beau métier qu'est la photographie de plateau sur le cinéma. Alors Christophe, si on devait essayer de résumer en quelque sorte et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette masterclass, ce serait quoi ? Si on pouvait synthétiser, je dirais, pour moi, la photo de plateau, c'est un merveilleux métier qui est vraiment là pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, parce que le cinéma, c'est quelque chose d'extrêmement important qui vit une période compliquée. Et pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, il faut de belles images qui leur donnent envie d'aller dans des salles obscures. Donc des images qui sont faites par un photographe et non pas par une caméra de réalisateur, si on a bien suivi les fameux photographes. Exactement. C'est ça, donc je lutte contre ça. Je lutte d'ailleurs sans trop lutter, puisque le photogramme peut exister. Sur certains décors que je trouve où il n'y a pas grand-chose à faire, je leur dis où il n'y a pas d'action, prenez un photogramme. Mais oui, effectivement, c'est un métier qui sert vraiment à ça en tout cas. Christophe, quelles sont selon toi les qualités que doit avoir un bon photographe de plateau ? La discrétion, être un vrai chat, être extrêmement souple pour pouvoir se mettre dans des tout petits trous par moment. Et un rapport humain extrêmement important, avec une belle sensibilité, et surtout sentir les choses sur le plateau. Parce qu'il y a des moments où on peut demander une photo et des moments où on ne peut absolument pas demander une photo. Est-ce que tu recommanderais à un jeune photographe de se lancer dans ce métier de photographe de plateau ? Oui, bien sûr. Je dirais à des jeunes photographes, lancez-vous, faites des courts-métrages. Selon les villes où vous allez, il y a plein de courts-métrages qui se tournent, il y a plein d'écoles de jeunes réalisateurs. Renseignez-vous auprès de ces écoles-là et testez-vous sur ce genre de petits plateaux. Et puis après, essayez de vous confronter à des longs-métrages derrière. Vous verrez, c'est un métier qui allie plein de choses différentes entre le reportage, le portrait, la créativité. Bref, c'est extrêmement stimulant. Même si à la fin on gagne pas des 100 et des 1000, hein, comme tu l'as dit dans le débat, et comme on est sur le débrief, il faut débriefer, il faut le rappeler, quoi. Après, oui, effectivement, cette question de l'argent, elle est importante parce que c'est le nerf de la guerre. Quand on fait un métier, qu'on est jeune, on se pose des questions, et je trouve que la jeunesse actuelle a pas mal de problématiques. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être honnête, et je pense qu'il faut lutter pour éviter une certaine précarité. Parce qu'actuellement, pour ne pas vous mentir, ça peut arriver de faire un film pendant 2 mois où on vous propose 5 jours de tournage. Donc si vous avez que 5 jours de tournage sur 2 mois, vous imaginez combien vous gagnez à la fin de chaque mois. C'est pas énorme. Donc il faut avoir plein de films, et des fois c'est compliqué d'avoir plein de films. Donc il faut se battre. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un en termes d'équipement, de matos à prévoir pour faire ce métier ? Alors en équipement, c'est très simple, il faut être totalement silencieux. Donc vous pouvez encore travailler avec un réflexe, si vous en avez envie, pourquoi pas. Il faudra vous équiper d'un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorise votre boîtier réflexe. Et ensuite, il faudra travailler pour être totalement silencieux. Si vous ne voulez pas un blimp et si vous voulez être léger et du coup être un peu plus discret, il faudra un appareil photo totalement silencieux. Mais quand je dis totalement silencieux, ce n'est pas ce fameux mode silencieux qu'on avait sur des 5D, si vous vous en rappelez. C'est un vrai mode silencieux, c'est-à-dire 0 décibel. Donc, Canon est rentré dans le jeu de l'hybride, Nikon est rentré dans le jeu de l'hybride, Fuji fait ça aussi très bien, Panasonic, etc. Donc, plein de modes comme ça silencieux existent. Faites attention à une chose, vous pouvez avoir du rolling shutter et du banding sur certaines marques de boîtiers. Renseignez-vous bien avant. Et même si je suis ambassadeur, je suis très transparent. Je suis pas du tout là pour vendre une marque, mais certaines marques sont un peu meilleures que d'autres par rapport à ça. Ou sinon, on fait du dessin. C'est silencieux, le dessin. Ça existe d'ailleurs, dessinateur de plateau. Oui, j'ai fait des films où Non, mais j'ai fait des films, effectivement. Il y avait des dessinateurs. On a même sorti un bouquin sur 10% de mes photos de plateau avec un monsieur qui était venu faire des croquis du plateau de chaque métier sur le plateau. Un bouquin chez Gallimard, je crois, qui n'a pas très bien marché, mais qui était pourtant très intéressant. Super, merci. Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et je vous propose le désormais traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission, à savoir la photographie de plateau. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour essayer d'y répondre le plus clairement
possible. Christophe, est-ce que tu as bien compris ? Très bien compris. Alors on y va avec la première question qui nous vient d'un certain Selig95 et qui se demande avec quel boîtier Sony travailles-tu actuellement ? Très facile, l'Alpha One et l'Alpha 9 Mark II. J'ai 2 boîtiers et de temps en temps j'utilise le 7S3 sur des scènes qui sont extrêmement sombres comme sur Astérix et Obélix. C'est très clair, c'est très concis. Ouais, il aurait dû demander les optiques aussi parce que là du coup... Ouais, bah vas-y, donne-nous les optiques aussi du coup. Donc les optiques, tu l'as dit pendant le débat, mais vas-y. Alors les optiques très simples, que des focales fixes, 24 mm G-Master 1.4, 35 G-Master 1.4, 55 Sony Zeiss 1.8, 85 Sony Zeiss Batis 1.8 et 135 G-Master 1.8. Merci beaucoup Christophe. Je passe à la deuxième question qui nous vient d'un certain Jojo Bing. Et il se demande avec quel réalisateur ou sur quel genre de film tu rêves de travailler. Je rêve de travailler avec, c'est assez simple, avec Wes Anderson, premièrement, et deuxièmement, ça serait Xavier Dolan. Voilà, c'est les 2 réalisateurs avec qui j'aimerais vraiment travailler dans le futur. Wes Anderson, j'ai failli travailler avec lui, mais voilà, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 réalisateurs que j'aime énormément, avec qui j'aimerais, surtout Xavier Dolan aussi, que j'admire énormément et j'aime sa façon de travailler. Donc voilà. Ouais, Xavier Dolan qui a tourné un film d'ailleurs entièrement au format carré, je crois. 1-1. Oui, exactement. Hyper audacieux. Ouais, très audacieux. Ouais, exactement. Je continue avec la troisième question. Avec la troisième question qui nous vient d'un certain Christian_Nikon et qui te demande quelle est ta pire expérience sur un tournage. Ma pire expérience, c'est une bonne question. Ma pire expérience, je crois que c'est avec une actrice dont je ne citerai pas le nom, qui a essayé de me faire virer parce qu'elle ne se trouvait pas assez belle sur les photos. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois que je redemandais à ce qu'une scène soit refaite pour moi, elle jouait pas. Donc forcément, l'autre actrice était très belle et très bonne parce qu'elle jouait, mais elle ne jouait pas, donc elle était moins belle et moins bonne. Donc effectivement, les photos étaient moins bonnes, mais ce n'était pas ma faute. Donc elle a essayé de me faire virer, mais j'ai pas été viré. Ah, j'ai trouvé le film. Non, mais je vais pas le dire. On sait qui c'est. Quatrième et avant-dernière question qui nous vient d'une certaine Ella_Troc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de photographe de plateau ? Ce qui me plaît le plus, c'est la liberté que j'ai sur un plateau, de pouvoir vraiment créer comme j'en ai envie. Je fais vraiment ce que je veux sur un plateau et ça, c'est vraiment extrêmement plaisant. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est aussi la liberté que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire que je travaille pas tous les jours sur le plateau, donc j'ai des moments de calme, de respiration où je peux me ressourcer, aller surfer dans le sud-ouest et repartir de plus belle pour aller travailler à nouveau. Merci beaucoup, on attend la fin du chrono. Je suis dans les temps. Hein. Et enfin, pour finir, la dernière question, ma question, la question qui tue. Christophe, si tu pouvais remonter le temps, tu préférerais faire les photos de Retour vers le futur ou de La Haine ? Sans hésiter, je ferai les photos de La Haine, qui est un film incroyable et surtout qui est un film en noir et blanc. Et vu que j'apprécie énormément le noir et blanc et travailler en noir et blanc, j'aurais adoré faire les photos de ce film. Ouais, mais Marty McFly quand même, et la DeLorean. Je suis d'accord avec toi, le Retour vers le futur, c'est quand même très excitant, mais je pense que j'ai un argument plus intéressant à côté avec La Haine, malheureusement. Mais je comprends. Mais j'ai fait mon choix. Et qui est-ce qui avait fait les photos de La Haine d'ailleurs ? Guy Ferrandis. A fait des photos de La Haine, grand photographe plateau. C'était très chouette. Hein. Ouais, c'est un grand photographe plateau qui travaille toujours, hein, qui fait tous les films de Polanski notamment. Donc sur le dernier film de Polanski, il a fait de très belles photos de Jean Dujardin par exemple, qui sont absolument incroyables. Merci beaucoup Christophe. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Christophe, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous à nos micros. Quelles sont tes actualités ? Donc évidemment, tu travailles, tu es sur un tournage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous ?
Oui, alors là, je suis en tournage actuellement sur le film de Rachid Ami, qui sera un très très beau film avec un beau scénario, un film qui sortira donc dans 1 an sur son histoire vraie à ce monsieur qui a perdu son frère malheureusement lors d'un bizutage à Saint-Cyr. On en avait beaucoup entendu parler il y a 8 ans. C'est une histoire vraie qui est donc adaptée au cinéma avec un très beau scénario avec Karim Leclou en personnage principal, que vous avez notamment vu dans Bac Nord actuellement, et Laurent Lafitte. Donc ça, c'est mon actualité. Je suis sur ce plateau actuellement qui est un beau film en construction. Et sinon, mon actualité, à côté de ça, je suis en train de préparer de futurs projets. J'ai re-shooté un petit peu sous l'eau en aquatique, où j'ai pu tester le fameux 50 mm G-Master de chez Sony, notamment avec l'Alpha One sous l'eau, tester quelques caissons. Et donc voilà, donc mon actualité, j'encourage les gens à aller voir mon dernier court-métrage 5 minutes avant. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin que les gens aillent voir ce film sur YouTube. On l'a posté sur Internet pour avoir leur avis. Un film que j'ai réalisé l'année dernière et qui a été produit par Guillaume Canet. Le message est passé. Merci beaucoup Christophe, en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir. Merci à vous pour votre accueil. La semaine prochaine, on change radicalement d'univers et on s'intéresse à la photo de guerre et plus particulièrement à la jeune génération de photographes qui partent au péril de leur vie couvrir les conflits aux 4 coins du globe. Nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir la photographe Olga Kravets, représentée par l'agence Nour Images, qui nous parlera de son métier et des défis qu'elle doit surmonter jour après jour pour pouvoir l'exercer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.